Sur l'autoroute 20 vers 9h30 ce matin, à la hauteur de Boucherville, un chauffeur de camionnette a tenté de faire un virage en U et il a été heurté de plein fouet par un autobus. Il y a eu 8 morts. Gilles Payette là-dessus. La camionnette était stationnée sur la voie d'accotement lorsque le chauffeur décide de couper les deux voies et d'utiliser l'espace réservé aux véhicules autorisés seulement pour effectuer un virage en U et revenir en direction de Montréal. Puis à ce moment-là, il y a eu une collision latérale entre un autobus et sa camionnette. Puis, lors de l'accident, l'impact, un homme de 65 ans de Terre-Neuve est décédé. Son épouse de 59 ans a subi des blessures graves. Alors, ils ont été transportés à l'hôpital Pierre-Boucher. L'impact, comme on le voit, a été terrible. 7 personnes sur la trentaine qui étaient à bord de l'autobus subissent des blessures légères. Ces blessés faisaient tous partie d'un groupe de l'âge d'or qui se rendait à l'île aux Coudres. Le chauffeur de l'autobus, qui compte plusieurs années d'expérience, s'en est tiré miraculeusement indemne. Tous les blessés ont été rapidement transportés à l'hôpital. Les autres passagers ont pu reprendre leur route vers Québec. Il va sans dire que la circulation a été considérablement ralentie dans tout le secteur. À un certain moment, la file de voitures s'étendait sur plus de 6 km. Même si les circonstances de cet accident semblent évidentes, les policiers de la Sûreté du Québec ont tout de même ouvert une enquête. Gilles Payette, à Boucherville. Les policiers de la communauté urbaine viennent de porter un dur coup à un gang latino-américain qui est extrêmement violent, Los Batos Locos. 8 personnes ont été arrêtées, dont l'un des leaders du groupe. Voici Alexandre Dumas là-dessus. Voilà plusieurs mois déjà que les policiers de l'anti-gang souhaitaient anéantir l'action criminelle menée dans le milieu montréalais par ce groupe qui se pose en noyau très violent, parmi même les plus violents de tous les groupes criminalisés ethniques. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur des armes en bonne quantité, des quantités importantes de bijoux en or aussi, des vêtements portant des griffes comme Yves Saint-Laurent et une foule d'appareils électroniques totalisant des dizaines et des dizaines de milliers de dollars en biens volés. On a arrêté l'un des principaux dirigeants de ce réseau, Ernesto Martinez, contre qui une kyrielle d'accusations sera portée, dont une de vol à main armée et séquestration pour un braquage survenu il y a quelque temps dans cette bijouterie de l'avenue du Mont-Royal à Montréal. Et une accusation aussi de tentative de meurtre, survenue gratuitement dans un bar de la rue Montcalm dans la métropole, à l'endroit d'un homme de couleur. On peut dire qu'on a touché à peu près toute la gang. C'était une gang qui prenait beaucoup d'importance et utilisait vraiment d'une violence démesurée. Lors des opérations, on a saisi des 12 tronçonnés, on a saisi des machettes et était impliqué dans toutes sortes de vols. De la même manière qu'on avait pu obtenir l'extradition des groupes de trafiquants jamaïcains dans l'ouest de la ville, les policiers de l'escouade anti-gang songent aussi faire appel au gouvernement fédéral, aux autorités de l'immigration, afin de faire en sorte que des ordres de déportation soient décrétés à l'endroit de ces groupes criminalisés latino-américains. Alexandre Dumas, à Montréal. Et les policiers de la Sûreté du Québec, eux, ont démantelé un important réseau de trafiquants de drogue. Ils ont saisi de nombreuses armes aussi, dans la région de Montréal, à Châteauguay notamment. Des armes automatiques, des pistolets de type Uzi, des fusils mitrailleurs, des explosifs également. Quant à la drogue, LSD, cocaïne et hashish, il y en avait pour au moins 2 millions de dollars. 8 personnes là aussi ont été arrêtées, 5 sont déjà accusées. D'autres révélations sur le CST, le Centre de la sécurité des télécommunications du gouvernement fédéral. Il posséderait des milliers de dossiers sur des citoyens canadiens, dont plusieurs politiciens québécois. Voici ce qu'a appris Normand Lester. Hier, la vice-première ministre Sheila Copps était formelle aux communes. Le CST n'espionnait pas de citoyens canadiens. Aucun espion auprès des Canadiens du Canada, y compris les gens qui travaillent dans la vie politique, que ce soit dans le Parti québécois, dans le Parti libéral ou n'importe quel autre parti politique. Est-ce que ça, c'est suffisamment clair? Pourtant, les superordinateurs du Centre de la sécurité des télécommunications, installés dans son quartier général d'Ottawa, contiennent des dossiers de renseignements personnels sur des milliers de citoyens canadiens. D'ailleurs, l'annuaire des banques de données du gouvernement fédéral semble contredire Mme Copps. Au sujet du Centre de sécurité des télécommunications, l'annuaire identifie une banque de données du ministère de la Défense comme étant un fichier servant à informer le gouvernement sur les questions touchant la défense, la sécurité et les affaires internationales. On ajoute que ce fichier traite de renseignements personnels et d'aspects délicats des relations internationales.
À la catégorie des personnes susceptibles d'être fichées, l'annuaire désigne grand public, c'est-à-dire l'ensemble de la population canadienne. L'annuaire gouvernemental indique de plus que les dossiers contenus dans le fichier du CST sont conservés indéfiniment. On souligne que ce fichier ultra-secret est spécifiquement exempté de toutes les lois sur la protection des renseignements personnels et sur l'accès à l'information par un décret du gouverneur en conseil. Radio-Canada a appris que les dossiers contenus dans ce fichier ont été constitués au cours des 30 dernières années à l'aide d'écoutes électroniques sans mandat judiciaire. Les noms de plusieurs personnalités politiques du Québec y figurent, notamment ceux de l'ancien premier ministre René Lévesque, de l'actuel premier ministre Jacques Parizeau et de la ministre des Affaires intergouvernementales Louise Beaudoin. Ici, Normand Lester, à Montréal. Et puis à Ottawa, Jean Chrétien a reconnu que c'était lui, en tant que premier ministre, qui était responsable des activités du CST, mais il s'empresse d'ajouter qu'il n'a jamais demandé personnellement qu'on espionne des politiciens ou des partis politiques. Daniel Lheureux. Qui est responsable du Centre de la sécurité des télécommunications, cette fameuse agence d'espionnage électronique dont un ancien agent, Mike Frost, raconte dans un livre qu'elle épiait allègrement les souverainistes québécois? Cette agence relève du ministre de la Défense, disait ce matin Jean Chrétien, tout en ajoutant que s'il y avait des problèmes, le ministre de la Défense pouvait faire appel au premier ministre. En bout de ligne, c'est toujours le premier ministre qui est responsable pour ce gouvernement ici. Et ce que le ministre a dit hier, c'est que nous demandons à tous ces organismes de suivre les lois. Mais le Bloc québécois cherchait surtout à mettre le premier ministre au défi de démentir que l'agence ait pu espionner les souverainistes. Moi-même, personnellement, je peux affirmer que je n'ai jamais demandé d'espionner quelque parti que ce soit ou politicien au Canada. Ce démenti n'est pas suffisant, dit le Bloc. J'ai simplement dit que lui ne l'avait pas fait personnellement. C'est pas très rassurant, M. le Président. Mais Jean Chrétien n'ira pas plus loin pour rassurer les souverainistes. Il n'y a pas de pays qui est plus démocratique que le Canada. Vous en êtes la preuve. C'est le seul pays où le chef de l'opposition et le parti de l'opposition veut détruire le pays dans lequel il se trouve. Ça n'existe dans aucune démocratie. Quant au ministre de la Défense, il dit savoir ce qui se passe au sein du centre d'espionnage. Mais il affirme que l'agence ne cherche pas à espionner les Canadiens. Daniel Lheureux, à Ottawa. Revenons à Montréal. Non, les cols bleus ne gagnent pas 54 000 $ par année.